Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Hilaire du programme I comme Family. Alors, comme vous l'avez constaté, sur cette vidéo, on va parler d'un sujet particulier qui est le sujet du community management. Donc, si déjà tu étais intéressé par les métiers du community management, si tu as déjà été un chef d'entreprise qui a eu besoin d'un community manager, mais tu ne sais pas sur quel levier tu vas t'appuyer, s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, il faut savoir que je reçois au courant des journées pas mal de messages des personnes qui aimeraient se former dans le domaine du community management, mais je reçois aussi les messages des chefs d'entreprise qui aimeraient s'offrir les services d'un community manager. Comme certains d'entre vous le savent probablement, j'ai été community manager. En, j'ai travaillé en collaboration avec certaines pages, mais il y a beaucoup de temps, plusieurs années que j'ai abandonné le métier. Et comme vous le savez probablement, le domaine du digital, c'est un domaine qui change continuellement. Donc aujourd'hui, je vous ai invité un professionnel du métier du digital qui va vous parler du métier du community management. Donc durant cette 1 heure de temps de vidéo, il va vous expliquer les contours de son métier, en quoi est-ce que son métier consiste et comment est-ce que vous allez utiliser le service d'un community manager pour doubler votre chiffre d'affaires. Donc restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 1 heure de temps et ça va super bien vous servir. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que ici on parle d'habitude de dropshipping, business en ligne, e-commerce. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu es intéressé par l'un de ces domaines, il faut savoir que c'est possible aujourd'hui d'avoir un échange avec moi, un échange de consultation par téléphone. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien, un formulaire qu'il faut remplir pour être sélectionné parmi ces gens-là. Alors, pour faire partie des gens qu'il faut sélectionner, c'est hyper simple, c'est pas compliqué. Premièrement, il faut que tu sois abonné à la chaîne. Deuxièmement, il faut que tu commentes cette vidéo. Troisièmement, tu nous laisses un like avec le hashtag, par exemple, #ecomfamily. Et tu feras partie des gens que je vais sélectionner pour qu'ils aient un échange de consultation avec moi au téléphone pour pouvoir relancer votre business. Alors, on ne va pas perdre le temps. Je vais directement passer à l'interview avec Yannick Boka. Si ce genre d'interview vous intéresse de temps en temps, vous pourrez me le dire en commentaire. Je vais inviter des professionnels de tous les domaines du business en ligne, tous les domaines du freelance pour qu'ils vous parlent de leur activité. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. On va directement passer à l'interview. Comme j'étais en train de vous le dire, on a Yannick Boka. Yannick Boka, c'est un confrère, un compatriote africain que personnellement, je n'ai jamais vu, mais je me suis senti proche de lui. J'ai remarqué son contenu sur les réseaux sociaux. J'ai quelquefois intervenu également dans le cadre de son programme à lui, dans le cadre de 5 conférences à lui. Alors, je l'ai invité aujourd'hui sur notre chaîne. Yannick Boka, c'est un professionnel du digital. Il va nous parler du métier de community manager. Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'il intervienne? Tout simplement, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que je reçois beaucoup de questions de beaucoup de personnes qui ont soit besoin d'un community manager, puis alors ont soit besoin de faire le métier du community management. Et comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai appelé un professionnel pour qu'il vous parle de la chose, pour qu'il vous parle de son quotidien. Donc, Yannick Boka, je vais te laisser te présenter à ma communauté et nous donner un peu ton parcours parce que tu as un parcours très riche également. D'accord. Hilaire, vraiment merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de parler de ce métier-là qui est en pleine évolution, surtout en Afrique francophone. Moi, je suis Yannick Boka, je suis âgé de 34 ans, je suis ivoirien. Actuellement, je suis responsable d'une agence que j'ai créée depuis près de 4 ans. Mais à plein temps également, je suis le responsable digital learning Afrique de l'Ouest pour un groupe bancaire français. Donc, j'essaie d'être à cheval avec ces deux activités. Et en troisième position, je suis également formateur, consultant dans tout ce qui est social media marketing parce que j'ai décidé de me spécialiser dans tout ce qui était action marketing, mais dédié aux réseaux sociaux parce que la vision aujourd'hui ici en Afrique francophone, je l'ai remarqué, était beaucoup trop orientée vers tout ce qui était communication sans forcément aller dans le sens du marketing de performance pour pouvoir
analyser les données, évaluer ces données, également les utiliser pour pouvoir mener des actions de performance sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui concerne ma petite présentation. En termes de parcours, j'ai commencé en tant que graphiste. J'ai fait un passage en tant que commercial et progressivement, j'ai travaillé en agence de communication en tant que concepteur-rédacteur, après en tant que social media manager, en passant par Abidjan.net, Jumia, Canal Plus Côte d'Ivoire, jusqu'à rejoindre le groupe bancaire. En termes de parcours académique, je suis diplômé en lettres modernes et j'ai un bac plus 4 en lettres modernes. Bon, dans l'ancien système, avant que le système LMD ne puisse être validé en Afrique francophone, on était encore au système de la maîtrise et de la licence. Donc, nous autres, nous sommes des enfants de l'ancien système. Donc, j'ai eu une maîtrise en lettres modernes à l'Université de Bouaké, une licence à l'Université d'Ahomey Calavi du Bénin. Et j'ai obtenu un master en marketing parce que je me suis dit qu'il était important d'apprendre le marketing et de l'étudier avant de me projeter sur le digital. En termes de digital, je n'ai pas forcément un diplôme. C'est entre autres des certifications, mais pas vraiment un master ou une licence en digital parce que ça fait près de 10 ans que je suis dans le métier. J'ai appris le métier sur le tas. J'ai essayé d'être curieux, d'apprendre davantage de mes expériences. Et j'ai une certification en ingénierie de formation, ce qui me permet aujourd'hui de pratiquer le métier de formateur beaucoup plus aisément par rapport à d'autres personnes, par rapport il y a quelques années où ce n'était pas forcément ma tasse de thé au fait. Donc, voici un peu présenter Yannick Boka de manière générale au fait. Voilà. Ok, merci pour la présentation. Donc, je peux conclure que je ne me suis pas adressé à la mauvaise personne, les gars. Cette interview sera un peu une interview un peu, comment je vais dire, égoïste parce que j'ai pas mal de questions personnelles que j'ai envie de te poser. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Naturellement, j'ai quand même pris quelques questions que je reçois souvent en inbox des membres de ma communauté que je vais également te poser. Et tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, si vous avez d'autres questions, je vais vous mettre le lien pour contacter Yannick Boka dans la description de la vidéo. Vous pourrez le contacter ou alors vous mettrez juste votre question en commentaire et on va essayer de répondre. Donc, une partie très intéressante que j'ai remarqué de ton parcours, c'est que tu as quelque sorte pris le temps de te renseigner dans le domaine. Tu as en quelque sorte pris le temps de te former à ta manière. Je ne sais pas si tu as suivi une formation particulière proprement dite ou alors tu t'es formé, par exemple, sur YouTube parce qu'il y a un problème avec les gens qui se forment en autodidacte dans le domaine du numérique. Il y a pas mal de vidéos sur Internet et certaines vidéos se contredisent à la fois. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es formé, toi, personnellement, dans le domaine du digital. D'accord. Dans le domaine du digital, il faut déjà dire que avant d'arriver dans le domaine, j'avais déjà plusieurs fiches de poste que j'avais déjà collectées. Donc, des fiches de poste de chargé de communication parce que, comme tu le sais, les métiers du digital sont assez nouveaux, que ce soit des responsables trafic, des responsables acquisition, community manager. Donc, c'est vraiment des nouveaux métiers. Mais au préalable, j'avais déjà pris le temps de collecter des fiches de poste déjà pour savoir le contenu déjà de chaque métier pour pouvoir trouver ma voie. Parce que au départ, on est attiré par tout sur le digital à la fois. On veut faire de l'acquisition, on veut faire de la communication, on veut tout faire. Donc, la première démarche a été déjà de collecter plusieurs fiches de poste, des fiches métiers et vraiment de regarder vraiment ce qui était peut-être vraiment ma voie. Avant maintenant de pouvoir me dire, bon, je me dis que le community management, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, lorsque j'ai découvert le métier du community management, je me suis retrouvé parce qu'après, c'est un peu quelque chose que je voulais faire parce que
c'était un mélange d'écriture, c'était un mélange d'analyse, c'était un mélange de graphisme, c'était un mélange de référencement. Donc, il y a pas mal de choses qui se retrouvaient dans ce métier-là. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par là? Si tu as remarqué, je t'ai dit que j'ai fait un tour en agence parce que c'était déjà écrit dans la fiche de poste d'un responsable communication que c'était important de faire un passage en agence. Donc, tout au long de mon parcours, il faut savoir que partout où je suis passé, c'était des choses qui étaient déjà préparées au fait. Je n'ai pas travaillé dans une entreprise comme ça parce que l'opportunité s'est présentée. Non, c'est parce que je savais que pour être un responsable communication ou pour être un responsable de la communication digitale, il y avait certaines compétences à acquérir. Donc, j'ai listé ces compétences et je me suis donné pour objectif d'acquérir certaines compétences chaque année ou chaque 2 ans. Et de manière pratique, c'est passé surtout par d'abord des lectures, beaucoup de lectures parce que depuis que je suis revenu du Bénin en 2010, je me suis fixé de lire minimum, ça c'est vraiment au départ, minimum 2 livres par an. 2 livres par an pour tout ce qui concerne le digital, tout ce qui concerne la communication et également le marketing et également la vente. Parce que très tôt, je me suis rendu compte que ce ne sert à rien de communiquer si tu n'as pas la capacité d'apprendre à vendre un produit et de comprendre le marketing. Donc, de manière pratique, c'est parti d'abord par des lectures, des livres. Aujourd'hui, je suis à plus de 100 livres dans tout ce qui est neuromarketing, comme tu l'aimes bien, marketing digital, marketing classique, vente, prospection. Je suis à près de pratiquement 100 livres parce que je m'étais fixé par objectif au départ de lire 2 livres par an et finalement, c'est resté comme une routine. Chaque mois, je m'achetais un livre. Et progressivement, j'ai découvert beaucoup de formateurs sur YouTube. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui se répètent, il y a beaucoup de contre-vérités, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est les tests. Je me suis rendu compte que tout ce qui était dit sur YouTube venait pratiquement à 90% de formateurs français ou de formateurs européens ou américains. Mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes réalités. Et il y a certaines pratiques européennes ou américaines qui marchaient bien en Afrique, mais d'autres qui ne marchaient pas du tout. Parce que, comme tu le sais, les réalités du e-commerce et de la communication ici sont différentes. On a un marché qui n'est pas assez mature au niveau du numérique. On a des responsables hiérarchiques qui ne sont pas prêts à investir dans le marketing digital, alors que devant les caméras, ce sont eux qui sont les premiers à promouvoir tout ce qui est initiative du digital. Donc, ma stratégie a été de tester. Et je peux t'assurer que j'ai testé vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est en testant, en faisant des erreurs, petit à petit, que je me suis réellement formé, que j'ai affiné mes compétences. Et Dieu m'a fait la grâce de travailler dans des grands groupes qui étaient plus ou moins avancés parce que j'ai bossé à Jumia et comme tu le sais, qui était déjà vraiment très avancé en termes de e-commerce. Ils avaient vraiment les outils. Ils sont plus ou moins les précurseurs même de tout ce qui est publicité Facebook dans le e-commerce parce qu'eux, ils étaient vraiment à fond. Pour la petite anecdote, c'est des gars qui dépensaient plus d'1 million par jour en termes de publicité Facebook. Donc, tu t'imagines que quand tu arrives dans un tel environnement, tu as vraiment de la chance d'apprendre auprès de ce genre de personnes. J'ai également bossé à Bien.net, qui est ici en Côte d'Ivoire, le précurseur en termes de marketing digital, en termes de presse. Donc, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes également auprès desquelles j'ai appris. Le fait également de travailler à Canal+, comme tu le sais, qui est un grand groupe, qui est également précurseur dans plein d'initiatives. Donc, pour résumer, l'apprentissage est parti de lecture, d'écoute, de visionnage également de vidéos, mais surtout des tests. Je le dis toujours et tu le sais, on est dans un domaine qui est en perpétuelle évolution. Ce ne sert à rien de se braquer sur des concepts qui datent d'il y a 1 an, qui vont changer demain. Et tant qu'on ne teste pas les choses, on ne peut pas apprendre. Aujourd'hui, un grand formateur ou des personnes comme toi ont aujourd'hui la capacité de défendre
leurs idéaux parce que c'est des choses qu'on a testées. Quand tu n'as jamais testé quelque chose, à vrai dire, je vais dire, tu as beaucoup de difficultés à t'exprimer dans un débat parce que toutes les personnes qui sont autour de toi vont te demander, bon, tout ce que tu es en train de dire, est-ce que tu as déjà testé? Et dans l'environnement francophone aujourd'hui, la seule manière de se différencier de beaucoup de personnes, c'est d'être franc et de dire la vérité. Et la seule manière de dire la vérité, c'est de montrer aux gens ce qu'on a déjà testé parce qu'on est entouré de beaucoup de faux prophètes au niveau du digital. Donc, c'était important pour moi de l'avoir testé. Et je n'ai jamais aimé les masterclass ou les ateliers où on venait uniquement nous raconter les mêmes choses qu'on écoutait sur YouTube. Donc, je me suis dit, si tu veux aller de l'avant, la seule manière de progresser et d'avancer dans ce domaine, c'est de tester, mais quand même également écouter ce que d'autres personnes ont fait. Donc, cas pratique, test, lecture, et puis également côtoyer des personnes. La preuve, on ne se connaissait pas il y a un an. C'est clair. On s'est approchés mutuellement. La preuve, j'ai même participé j'ai même acheté ton programme de formation pour dire qu'il n'y a pas de honte à apprendre. Il n'y a pas de honte à apprendre auprès des autres. Donc, c'est un peu la méthodologie que j'ai suivie. Lecture, visionnage, et surtout que ces dernières années, avec la prolifération du contenu des podcasts, c'est également du pain béni pour nous autres. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts, je teste beaucoup, je lis beaucoup. Et également, je profite en même temps pour former parce que plus tu formes, plus tu fais du coaching, ça te permet régulièrement d'être confronté à plusieurs cas pratiques et ça t'emmène à aller chercher et à creuser davantage. Exactement. Je vais te poser une question très importante parce que lorsqu'on parle du digital, par exemple, il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui sont assez avancées, mais il y a beaucoup de nouveaux également. Donc, tu as parlé tout à l'heure de community manager, SMM, etc. Et aujourd'hui, on va parler du community management, qui est ton domaine de compétence. Je veux que tu nous dises de manière concrète, c'est quoi le community management et quel est son boulot? C'est quoi un community manager et quel est son boulot concrètement? D'accord. À la base, les personnes qui ont créé ce métier-là ont défini ce poste-là comme un animateur de communauté. Donc, pour essayer de faire un parallèle avec ce qui se passe en Afrique, c'est un peu comme quelqu'un qui est au quartier, qui est là pour bavarder, pour animer le quartier. En fait c'est un peu ça. Oui. Le community manager c'est un peu comme le DJ d'une boîte de nuit. Voilà, on lui dit, mon frère, ce soir, la thématique sur laquelle tu dois nous ambiancer, c'est rétro Cameroun, les années 90, mais c'est R&B. Donc, c'est un peu ça le rôle à la base, au fait, du community manager. C'est un animateur de communauté. Donc, normalement, c'est à lui de réfléchir juste sur ce qui doit être posté sur la base des objectifs à atteindre du client ou de l'entreprise. Parce qu'après, même quand tu dois ambiancer le quartier, tu tiens compte également de l'atmosphère générale du quartier. Si le quartier est triste, bon, tu ne peux pas venir raconter des vannes. Tu es obligé de t'adapter à l'environnement du quartier. Donc, c'est un peu ça le community manager. Sur la base des objectifs commerciaux et également des objectifs de communication du client ou de l'entreprise, il s'appuie sur ces deux grands objectifs-là pour essayer de mettre en place un planning qui va lui permettre de pouvoir publier des posts, modérer les commentaires, prendre en charge les requêtes dans le inbox et également analyser les statistiques pour faire des remontées. Donc, à la base, c'était ça le métier de community manager. Mais avec le temps, surtout en Afrique, avec le manque, la difficulté pour certaines personnes à avoir du boulot, on a vu beaucoup de personnes transiter par ce métier, tels que des développeurs, des graphistes, des personnes comme moi, des étudiants de l'université classique qui se sont dit, mais pourquoi pas passer par
par ce métier. Et du coup, c'est allé dans tous les sens. C'est allé dans tous les sens parce que tu avais des graphistes qui pensaient que c'était juste la beauté qui pouvait attirer des clients. Tu avais des littéraires qui pensaient que c'était juste écrit également qui devaient faire le métier. Et finalement, les besoins des clients ont commencé à évoluer également. On s'est trouvé en face de personnes qui voulaient juste du buzz, pendant que d'autres personnes voulaient juste vendre. Et c'est à partir du moment où on s'est retrouvé avec une catégorie de clients qui voulaient utiliser les réseaux sociaux pour vendre, qu'on va dire les choses ont commencé à être beaucoup plus difficiles pour les community managers qui, à la base, avaient pour objectif juste d'animer une communauté. Mais on s'est retrouvé avec l'avènement du e-commerce en Afrique, avec de nouveaux clients, avec de nouvelles demandes qui souhaitaient utiliser le canal des réseaux sociaux pour vendre. C'est à partir de là que la difficulté du community manager est arrivée parce qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un qui a un feeling de vendeur, ce n'est pas quelqu'un qui a des aptitudes pour pouvoir vendre un produit. Parce qu'à la base, le community manager, c'est un communicateur, ce n'est pas un vendeur. Oui, exactement. La direction marketing et la direction communication sont séparées, tu le sais, dans les grandes entreprises. C'est deux métiers différents. Moi, par exemple, j'ai réussi à avoir un profil hybride parce qu'au fur et à mesure que je me suis rendu compte, que les besoins étaient en train d'évoluer, j'ai décidé de me former dans ce sens. Avant, je n'avais pas un profil de vendeur sur les réseaux sociaux. Vraiment, je n'aimais pas ça au fait. Je me suis dit non, la vente, ça, c'est vraiment pour les commerciaux, c'est tout. Mais finalement, tu te retrouves dans un environnement où tu as 80% de personnes qui souhaitent utiliser les réseaux sociaux pour vendre et tu as 20% de personnes, c'est-à-dire des grandes entreprises qui souhaitent juste se positionner sur les réseaux sociaux juste pour travailler sur les images. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te concentrer sur les 20%, sachant que dans ce milieu-là, c'est vraiment le lobbying et également les relations qui te permettent d'avoir des marchés, ou tu te positionnes sur les 80%, où là-bas, ce n'est pas une question de connaissance ni de relations, mais c'est vraiment le savoir-faire qui va te permettre d'avoir des clients. Donc, finalement, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, je prends le point et je me forme pour être quand même compétent et à l'aise, peu importe. Et aujourd'hui, c'est la difficulté pour beaucoup de jeunes frères dans le métier parce que on n'a pas pris ce temps-là d'apprendre le marketing, d'apprendre la vente. On s'est juste positionné sur l'axe de la communication. On se dit communicateur, ce qui n'est pas faux parce qu'il ne faut pas également changer les choses. À la base, c'est un métier de communication. Ce n'est pas un métier de marketing. Très souvent, le community manager est rarement dans le département marketing. C'est vraiment rare. Très souvent, le community manager, il est dédié au département communication. Et regarde, même dans les agences marketing, c'est rare de voir un community manager. Le community manager est plus dans les agences de publicité, les agences de communication. Dans les agences de marketing, ils sont beaucoup plus opérationnels, ils sont beaucoup plus stratégiques. Ils ne sont pas là pour essayer de réfléchir sur quoi que ce soit. Sauf que désormais, avec les outils de CRM, c'est-à-dire tout ce qui est inbox, on s'est rendu compte que l'acquisition se fait également dans les prises en charge des requêtes. Parce que à moins d'un coup de foudre, le client ne tombe pas amoureux de ton produit comme ça. Voilà, à moins que ce soit les produits dédiés à tout ce qui est sexuel, parce que là tu vas besoin de convaincre les gars. Le gars, je comprends bien, au départ, tu es animateur d'une communauté, mais tu as dû étendre ton potentiel pour pouvoir satisfaire la demande de la clientèle. En fait, pourquoi est-ce que je le demande? Parce que j'ai reçu une personne dans ma formation qui est également community manager. Moi, ce que je pensais. Et quand je lui ai dit oui, j'ai un peu checké ton profil, j'ai vu que tu es community manager, tu donnes des formations en community manager. Elle m'a dit non, pourquoi tu me rappelles? Je suis plus que ça. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te demander, parce que tout à l'heure, tu as dit que le domaine est assez vaste. Est-ce qu'il y a des échelons dans le domaine du community management? Quelle est la différence, par exemple, entre SMM, community manager, etc.? Est-ce qu'il y a des échelons? Parce qu'elle m'a dit que je suis en train de la rabaisser. D'accord, il n'y a pas de souci.
En fait, tu sais, nous les francophones, on a ce complexe des titres, tu vois. On aime bien s'accrocher aux titres, surtout dans la zone francophone. C'est-à-dire, tu vois aujourd'hui un infographiste, tu vas lui dire, bon, frère, on m'a dit que tu es un graphiste. Le gars va te dire, non, moi, je suis un directeur artistique. Ah, Tu vas, tu vas voir un comptable, tu vas lui dire, frère, moi, on m'a dit que tu es un comptable. Il va dire que non, moi, je suis un expert en comptabilité. ah, Après, c'est le complexe de... Moi, je dis que c'est le complexe des titres. C'est vrai, au fur et à mesure que le métier a évolué, ceux-mêmes qui ont créé le métier, c'est-à-dire les Occidentaux, se sont rendus compte que le métier demandait plusieurs personnes dans la chaîne de travail. Parce exactement. que tu sais, aujourd'hui, même quand tu crées ton entreprise, tu recrutes une personne, tu te rends compte que la charge de travail est beaucoup plus importante et il te faut recruter une deuxième personne. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là que les Occidentaux se sont rendus compte que dans la chaîne de travail de la gestion d'une communauté, il serait difficile de mettre tout le travail sur une personne. Parce que la preuve, lorsque tu as un projet social média où tu dois gérer une communauté, ça part d'abord de l'audit. Après l'audit, tu vas travailler sur la stratégie. Après la stratégie, tu vas travailler sur le contenu. Après le contenu, tu vas travailler maintenant sur tout ce qui est publication. Après les publications, il y a les modérations. Après les modérations, tu as tout ce qui est gestion de conflits, tout ce qui est gestion de buzz. Après, tu as les statistiques, tu as la publicité. Donc, finalement, les gars se sont rendus compte que dans la chaîne de travail, il y a une seule personne ne pouvait pas tout faire le travail. Raison pour laquelle ils ont créé un nouveau poste qui s'est appelé Social Media Manager, qu'ils ont positionné au niveau de la partie stratégique. Un peu comme dans le marketing où ils se sont rendus compte qu'il y a la partie marketing stratégique et puis marketing opérationnel parce que les gars se sont rendus compte que dans la chaîne de travail, une seule personne ne pouvait pas faire le travail. Ah, Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, dans le domaine du social media, les Occidentaux, parce que c'est eux, hein, c'est pas nous, c'est les Occidentaux qui ont envoyé ce concept-là. Ils disent que le social media manager, c'est quelqu'un qui est dédié à la partie stratégique. Donc, c'est quelqu'un qui normalement fera l'audit et qui va réfléchir sur la stratégie de contenu, étudier les statistiques et s'appuyer sur ces données-là pour pouvoir faire des remontées à la direction marketing ou également aux clients. ok. Et le community manager, lui, il se charge juste de la planification des posts, de la publication des posts, de la modération des commentaires, de la veille de contenu, de la prise en charge des requêtes dans le inbox. Donc, divisé comme ça, c'est plus facile. Et après, juste à côté, tu as le graphiste qui vient en appui à ces deux personnes-là. Donc, voici un peu la différence entre le social media manager et le community manager. Ah, Mais d'accord. en Afrique, on est exposé on est exposé à des difficultés parce que les recruteurs n'ont pas les moyens de payer deux personnes. Je vois, je vois. Donc, une Il n'y a personne qui pas, se trouve en train de faire tout ça, en fait. tout à fait, tout Ok. à fait. Raison pour laquelle le community manager aujourd'hui est devenu un social media manager. Mais moi, si tu as remarqué, j'utilise très rarement le terme social media manager parce que les gens n'ont pas compris quelque chose. Quand on arrive dans un domaine, il est important de se faire identifier avec le nom d'un métier ou l'expression ou le titre qui est connu de tous. Oui, oui, Et oui. progressivement, tu fais connaître ton métier et tu expliques aux gens. Figure-toi que s'il y a 2 ans, moi, je suis arrivé en tant que formateur et je passais tout mon temps à dire social media manager, social manager, c'était comme si j'étais en train de changer l'habitude des gens. Et comme tu le Donc, sais, parle en en quelque sorte un neuromarketing, langage que les gens comprennent déjà. voilà. Et comme tu le sais, en neuromarketing, la chose la plus difficile, c'est de changer les habitudes des gens. Oui, Vaut mieux s'habituer à la manière de vivre des gens, c'est-à-dire appuie-toi sur ce que les gens savent de toi pour pouvoir progressivement leur permettre de pouvoir changer de comportement. Mais ne viens pas changer le comportement des gens. Et je pense que c'est l'une des erreurs qu'on commet. Tout de suite, on dit non, moi je suis social media manager, mes frères. Déjà, même que community manager, là, même, les gens ont déjà du mal à comprendre. Toi, tu viens encore avec cette histoire de social media manager. Donc, je en comprends. vrai, en vrai, voici la différence. Mais sur le terrain, on est emmené à faire tout à la fois.
même également même du graphisme pour certains. Moi, j'ai bossé à Canal, j'étais chargé de communication digitale. Je faisais toute la chaîne de travail, même les créas. Mais Ok. après, je vais dire, quand tu es en quête d'emploi, dans l'évolution de ta carrière, il y a des choses que tu acceptes. Mais après 7 ans, 10 ans, euh, tu préfères te positionner soit sur une spécialité et puis passer la main à des spécialistes. La preuve, sur un projet digital ou même sur un projet social média, tu as forcément besoin d'un graphiste, tu as forcément besoin aujourd'hui d'un média buyer qui est un métier qui a été créé également par les Occidentaux, quelqu'un qui est dédié à la publicité pour te faire un retour, pour que toi, tu puisses te concentrer également sur la création de contenu. Donc, au fur et à mesure que les besoins évoluent, les métiers également se créent dans le digital, mais c'est la différence fondamentale aujourd'hui entre le social media manager et le community manager. Mais à la différence aujourd'hui, le community manager est amené à tout faire et puis ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Beaucoup d'entreprises préfèrent laisser le titre community manager pour payer moins. Parce qu'on se dit que si on met le titre social media manager, tu auras l'impression d'être un cadre. Ah bon. Tu vas demander beaucoup plus, donc on te laisse. Donc après, moi je me dis c'est juste une bataille c'est juste une bataille au niveau des titres, mais en vrai, sur le terrain, on a amené à faire beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je me dis, quand on démarre sa carrière dans le métier, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de tout faire à la fois. On est tous passés par là. Parce que de toutes les manières, demain, tu es emmené à être un manager. Tu es emmené à être un responsable de la communication digitale. Si tu ne maîtrises pas la chaîne de travail, comment tu pourras discuter avec les prestataires? Comment tu pourras discuter avec des personnes euh, que tu vas commander ou des personnes qui seront sous ta responsabilité? Donc, je pense qu'au départ, ce n'est pas mauvais de tout faire. Mais après, je vais dire, dans l'évolution de la carrière, c'est important de se spécialiser au fait. Et comme d'habitude, on voit souvent beaucoup de personnes sur Internet dire je n'ai pas réellement besoin de community manager, je vais le faire moi-même. Est-ce que tu penses qu'en 2022, pour quelqu'un qui est en ligne, pour quelqu'un qui a un business, est-ce qu'il y a des risques à ne pas avoir un community manager? Je veux dire, quel est l'intérêt réel d'avoir un community manager actuellement? D'accord. Pour un vendeur qui vient de démarrer, il n'y a vraiment pas d'intérêt à avoir un community manager parce que, comme tu le sais, quand on démarre un business, il faut réduire au maximum les charges. Il faut réduire au maximum les charges. Mais ce que je peux dire, on peut se passer d'un community manager quand on démarre un business, mais on ne peut pas se passer d'un coach. C'est impossible, en fait, tu comprends? Quand on démarre un business, il est important de se faire accompagner par des coachs qui sont spécialisés dans la chaîne de travail dans laquelle on va se positionner. J'ai décidé de vendre des montres sur Internet. J'ai besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans la publicité parce que j'aurai besoin de la publicité pour vendre. J'ai besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans le marketing sur les réseaux sociaux pour m'expliquer comment je peux déployer ma stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui démarre, vraiment pour des vendeurs, hein, pas pour des responsables de marque, pour des vendeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui achète, qui revend, qui veut juste prendre une marge bénéficiaire. Personnellement, je pense que cette personne n'a pas besoin d'un community manager parce que c'est des dépenses en plus. Le mieux serait de se faire accompagner par des personnes qui sont spécialisées, que ce soit par une formation, ou soit par un programme de formation, ou soit par des sollicitations ponctuelles. Parce qu'après, quand on ne connaît pas un métier, on ne peut pas se défaire d'un spécialiste. On peut se former d'abord, juste pour apprendre des choses assez basiques, hein. Comment poster, quelles sont les choses à éviter, quelles sont les choses basiques à faire. Vraiment, tel que tu l'as mis en place, et moi également je l'ai mis en place. C'est des programmes qui permettent aux gens d'avoir des bases pour pouvoir commencer soi-même. Maintenant, après, quand on se rend compte qu'on a la capacité de travailler sur un budget prévisionnel qui peut nous permettre de pouvoir financer, le paiement d'un salaire de quelqu'un qui est spécialiste, à partir de ce moment-là, on peut se payer les services d'un community manager qui sera là non seulement pour travailler sur la communauté de cette personne, mais également accompagner ce vendeur-là ou cette marque
dans l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, pour une entreprise, parce que j'ai bien dit un vendeur au départ, mais pour une entreprise, je pense que c'est quand même important d'avoir un community manager parce que pour une entreprise, il ne suffit pas de vendre, il faut également se positionner. C'est aussi ça la différence. Voilà, parce qu'un vendeur, lui, il n'a pas besoin de se positionner. Lui, il cherche des clients. Non, sérieux, parce que lui, il s'en fout. Mais pour une entreprise, pour une start-up, pour une TPE, pour une PME, c'est important d'avoir soit un chargé de communication digitale qui fera du community management ou un community manager à qui progressivement les pouvoirs seront donnés de gérer l'image et également le positionnement parce que c'est quelque chose que beaucoup de très petites entreprises oublient. Vous êtes nombreux sur une niche. Vous êtes nombreux sur un marché. Et la seule chose qui pourra vous aider à avoir beaucoup plus de clients à qualité égale, c'est le positionnement. Je rentre dans un supermarché. Si je dois acheter du savon, que tous les savons coûtent 350 francs, mais le savon que je vais choisir là, c'est le savon que moi je connais. Le savon qui a réussi à se positionner dans mon esprit. C'est le savon qui serait montré beaucoup plus empathique avec moi. La marque de savon qui serait beaucoup plus proche. Mais alors, l'ensemble de tout ça, c'est le positionnement. Donc, si on ne travaille pas sur le positionnement sur les réseaux sociaux et à la fois sur le offline, il sera compliqué de pouvoir se démarquer de la concurrence. Donc, pour une TPE ou pour une entreprise, c'est très important d'avoir soit un community manager ou soit un chargé de communication digitale qui a des capacités pour pouvoir faire du community management ou, à la limite, travailler avec une agence comme nous autres pour externaliser le service, pour permettre à l'entreprise de se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux. Voilà. C'est-à-dire fournir le produit. Donc, si je comprends bien, les entreprises ont intérêt à s'offrir les services d'un community manager s'ils veulent Ou une personne qui a la capacité de faire ce travail-là. Voilà. Exactement, pour mieux se positionner dans le cadre de la concurrence, etc., etc. Effectivement, ou cette entreprise-là peut externaliser parce que très souvent, c'est assez compliqué parce que la preuve, moi, par exemple, dans mon agence, je n'ai pas seulement qu'un community manager. J'ai un chargé de projet éditorial, j'ai un concepteur-rédacteur, j'ai un community manager, j'ai un chef de publicité, j'ai quelqu'un qui est dédié également à tout ce qui est analyse de données. Donc après, je vais dire, en agence, tu as beaucoup de métiers qui permettent de mieux accompagner la marque, alors que quand c'est seulement qu'un chargé de communication digitale, il ne pourra pas tout faire. Il ne saura même pas tout faire. Donc, très souvent, dans les entreprises, le chargé de communication digitale ou le chargé de communication est l'intermédiaire ou l'interface entre l'agence et puis l'entreprise. Voilà. Donc, les entreprises, les TPE, les PME gagneraient à travailler avec des agences ou avec une personne qui a la capacité de gérer le trafic, l'acquisition, le community management et également, surtout, le marketing parce que pour mieux se positionner, il faut maîtriser le marketing. Déjà même à la base, avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Exactement. Je veux que tu me parles d'un aspect du community management au niveau du mindset. Quelle est la mentalité qu'un community manager doit avoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu commun un peu sur Internet, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les jeunes étudiants, de dire, OK, je vais devenir community manager et commence à se lancer, etc. Quelles sont les qualités et quel est l'état d'esprit dans lequel un community manager doit être avant de se lancer dans le domaine? Donc, quelles sont les qualités que tu dois avoir avant de te lancer dans le domaine? Est-ce que tu peux être monsieur tout le monde qui se lève, peut-être compte tenu du taux de chômage qui augmente, par exemple, décide de te lancer? Est-ce que tu dois être préparé psychologiquement, mentalement? Quelles sont les qualités que tu dois avoir? Alors, je pense que la première qualité, c'est la curiosité. Je pense que c'est la curiosité pour quelqu'un qui n'est pas assez curieux, qui veut arriver dans ce métier-là. Il faudrait qu'il apprenne à être curieux. Il faudrait qu'il apprenne à redevenir un gars du quartier qui veut un peu tout savoir, quoi, parce que les choses vont, les informations, les nouveautés, les mises à jour vont vite. Donc, si tu n'es pas curieux, il y a des mises à jour qui risquent de passer devant tes yeux. Et lorsque tu seras confronté à un cas pratique, tu seras dépassé.
Pour preuve, regarde un peu tout ce qui est mis à jour des standards de la publicité de Facebook. C'est-à-dire aujourd'hui, ils disent quelque chose, tu n'irais pas même sur la plateforme, dans 2 jours, tu vois qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc, vu que tu n'as pas la possibilité peut-être d'être tout le temps sur la plateforme pour essayer de faire des mises à jour, c'est important d'être curieux. Et la curiosité se manifeste par le fait de suivre des personnes comme toi, des personnes comme moi, d'autres personnes qui sont en Europe, le fait de suivre beaucoup de personnes, de participer même à des webinaires, quand il y a des webinaires gratuits, parce que dans les webinaires, il y a beaucoup de choses qui se disent, dans les conférences. Donc, c'est vraiment la première qualité qu'il faut avoir. C'est vrai qu'en Afrique, on dit la curiosité mène au cimetière, mais après, je vais dire, ce cimetière-là, vaut mieux aller dans ce cimetière-là que de rester en vie et de ne rien. Ça. Donc, je pense que ça, c'est la première qualité, vraiment, lorsqu'on arrive dans ce métier-là. Peut-être qu'on parle souvent de créativité. La créativité, à quel niveau est-ce que ça intervient dans son métier? D'accord. Alors, cette deuxième qualité qui est la créativité intervient pratiquement à tous les niveaux. Déjà, regarde même au niveau même de l'audit. Lorsque tu es en train d'auditer une page ou un projet social média, il y a des standards qui sont déjà là, en fait. On te dira sur Internet que pour auditer une page Facebook, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire et tout ça. Après, la créativité intervient lorsque tu te dis, mais pourquoi je vais forcément suivre ces standards-là? Pourquoi ne pas innover en termes d'audit pour pouvoir déceler peut-être de nouveaux problèmes? La créativité intervient surtout au niveau stratégique parce que on sait déjà comment se fait une stratégie. Il y a des standards qui existent. On te dit, il faut utiliser l'analyse SWOT, il faut étudier la cible. Donc, il y a vraiment des standards qui sont là. Mais après, le client, là où il t'attend, c'est au niveau de comment tu fais pour atteindre les objectifs. Okay. C'est à ce niveau-là que la créativité intervient parce que quelqu'un viendra te dire, bon, si vous voulez atteindre vos objectifs, voici des choses qu'il faut faire. La personne va te citer des actions standards. Mais après, c'est à toi également de creuser. Raison pour laquelle les Occidentaux ont envoyé le concept du growth hacking qui regroupe un peu toutes les actions, que ce soit marketing, logistique, mais qui vont coûter moins cher pour pouvoir aider une entreprise à progresser et à accroître son chiffre d'affaires. Donc, je dis que c'est vraiment à ce niveau même du growth hacking, là, au niveau de la partie stratégique, qu'on a vraiment besoin que ta créativité parle. Et également au niveau de la création de contenu. Donc, à chaque niveau de la chaîne de travail, ça fait toujours appel à un brin de créativité parce que même quand tu es en train de répondre aux messages des internautes, on a besoin également de ta créativité pour ne pas que ce soit des messages assez standards, assez classiques, pour que ce soit des choses assez fun, des choses assez tranquilles qui permettent également à l'internaute d'être beaucoup plus à l'aise dans la conversation avec toi. Ok, je vois. On va parler d'un aspect quand même problématique. Je ne sais pas si tu peux parler également de ça. C'est au niveau du salaire. Quelqu'un qui veut s'attacher des services d'un community manager, surtout dans l'environnement africain où beaucoup de personnes disent « Non, je peux faire telle chose. » Son rôle, c'est peut-être… Heureusement que tu nous as expliqué son rôle en détail. Au niveau de la paye, comment est-ce que se passe la paye? Si je veux m'attacher les services d'un community manager, est-ce que j'ai besoin d'un très grand budget? D'accord. Il faut dire qu'au niveau du salaire du community manager jusqu'à aujourd'hui, dans la grille des salaires de nos pays francophones, on n'a pas encore notre place dans cette grille-là parce que c'est un nouveau métier. Pour la petite anecdote, j'ai une amie qui travaille dans une institution d'État. Elle devait aller faire une mission de community management, mais je t'assure que comme le métier n'est pas inscrit
dans, dans la grille de la fonction publique, tu as su que l'AGO était obligé de changer le titre pour dire non, c'est une mission de chargé de communication digitale, juste pour te montrer à quel point on n'est pas encore reconnu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu veux recruter un community manager, ça part déjà de son expérience. Ça part de son expérience parce que c'est un métier où la marge d'erreur n'est pas tolérée, au fait. Les gens nous tolèrent très peu des erreurs. Donc, du coup, les gens n'ont vraiment pas envie de recruter quelqu'un qui n'est pas assez expérimenté. Mais le souci, c'est qu'un jeune qui arrive dans le métier a besoin d'expérience. Il a besoin d'expérience. Donc, il est obligé d'apprendre soit sur des projets personnels ou soit au niveau d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre des amis qui sont dans la social media room qui réunit pratiquement toute l'Afrique francophone, aujourd'hui, le salaire basique d'un community manager aujourd'hui est de 150 000 francs CFA. Je pense qu'avec 150 000 francs CFA, c'est un peu ce qui tourne dans les pays francophones aujourd'hui. Un community manager, je ne dirais pas junior, mais je veux dire quelqu'un qui a un niveau débutant jusqu'à junior aujourd'hui peut se contenter des 150. Maintenant, après, au fur et à mesure qu'il évolue, tout va dépendre des opportunités. Tout va dépendre également de lui-même, sa capacité à rapidement apprendre et à s'imposer dans un environnement assez concurrentiel. Donc, au fur et à mesure, ça évolue. Moi, personnellement, Dieu m'a fait la grâce. Mon salaire a rapidement évolué parce que j'ai su me positionner là où il y avait le besoin. Okay. À l'époque, on cherchait des gens qui étaient à la fois bons en digital et en créa. Moi, j'étais déjà prêt. Exactement. Au bout d'un moment, on cherchait des gens qui étaient bons en marketing et qui étaient bons dans le digital. Moi, j'étais déjà prêt pour ça. Donc, moi, au fur et à mesure, j'ai eu à saisir des opportunités et surtout à lire tout ce qui se passe au niveau de l'Occident pour voir quels sont les métiers qui arrivent, quelles sont les compétences à avoir. Il faut avoir surtout le sens de l'anticipation. Il ne faut pas attendre. C'est surtout ça. Parce que personne ne va vouloir te payer 500 000 francs pour des compétences que tu n'as pas. Mais il peut arriver qu'on atteigne ce genre de salaire-là. Il peut arriver qu'on atteigne ce genre de salaire. Genre, je veux dire, qu'est-ce qui définit réellement l'évolution? Par exemple, lorsque je vais quitter peut-être de 150 000 francs à peut-être 500 000 francs, qu'est-ce qui définit l'évolution? C'est l'ancienneté, c'est la quantité de travail que je vais t'allouer, c'est quoi? Alors, il faut dire également que tout dépend de chaque entreprise. Tout dépend de chaque entreprise parce qu'aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le poste de community manager est devenu un poste de cadre. Parce que souvent, dans des banques, on demande à ce que le community manager ait un master. Donc, tu te rends compte que tu ne peux pas rentrer dans une entreprise avec un master et ne pas avoir la catégorie des cadres. Donc, je veux dire que le métier a beaucoup évolué. La considération du métier a beaucoup évolué. Donc, tout dépend vraiment des entreprises dans lesquelles tu rentres. Aujourd'hui, si tu es un CM à la BAD, c'est clair que tu ne vas pas gagner 250 000, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, après, je dis, tout dépend des entreprises. Il y a des entreprises où des community managers ou des chargés de communication digitale sont très bien payés. Par contre, si tu travailles dans une TPE, c'est clair qu'on ne pourra pas te donner mieux, quoi, parce qu'eux-mêmes, elles sont en train de se chercher. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, le salaire va augmenter. Moi, par exemple, dans mon agence, au fur et à mesure que les choses évoluent pour moi, ça évolue pour tout le monde, quoi. Si ça n'évolue pas pour moi, ça n'évolue pas pour quelqu'un aussi. Donc, même oui, parce que... En fonction de l'endroit où est-ce que tu... Voilà, donc du coup chaque année, on se fixe des objectifs. On dit, bon, les gars, pour cette année, voici ce qu'on doit atteindre. Donc, c'est ensemble, main dans la main, qu'on doit atteindre ça et le tout. Je ne peux pas augmenter les salaires de ma start-up, sachant que moi-même, j'ai encore des problèmes à payer des impôts, j'ai encore des problèmes à payer des factures. Donc, chacun propose ce qu'il peut. Voilà, après, c'est au community manager de se dire, ici, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais j'apprends beaucoup au niveau professionnel. D'autres personnes peuvent se dire, bon, moi, je suis fatigué d'apprendre, je veux maintenant me vendre. Donc, tout dépend des entreprises. Voilà. Sinon, il y a des community managers qui touchent 600 000, 700 000. Moi, j'étais chargé de communication digitale à Canal+. Ce que j'avais, c'était nettement mieux. Je ne me plaignais pas. Donc, par rapport
à des personnes qui travaillaient dans des entreprises plus ou moins de la même branche, mais qui touchaient moins. Et puis également, l'autre aspect, c'est que tous les secteurs d'activité n'ont pas le même intérêt par rapport à d'autres. Je veux dire, il y a des secteurs d'activité dans lesquels le poste de community manager n'est pas vraiment important. Or, tu sais qu'on te paye en fonction de ton importance dans l'entreprise. Voilà, le directeur commercial, il est bien payé parce que c'est lui qui fait entrer l'argent dans l'entreprise. Le directeur de la communication également. Donc, il y a des secteurs d'activité, par exemple, dans le monde de la communication, dans le monde c'est quoi le nom? Des GSM, dans le monde de la musique, de la mode. Le community manager a un rôle assez incontournable. Donc, il a la possibilité, et puis surtout dans le monde de la publicité, les agences, on a la possibilité de pouvoir gratter quelque chose d'assez intéressant. Mais dans d'autres secteurs, c'est assez compliqué, surtout dans l'agroalimentaire. Donc, en tout cas, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Voilà. Pour sortir, je vais poser quelques questions qui vont aider ceux qui vont nous regarder. Par exemple, tu as dit tout à l'heure, dans ce vaste océan où tout le monde est en train de se lancer, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a besoin d'un community manager pour ne pas, par exemple, se retrouver avec la mauvaise personne? Qu'est-ce qu'il doit regarder en premier? D'accord. Alors, première chose, avant de recruter un community manager, il faut déjà qu'on se définisse les objectifs de communication et marketing. Parce que très souvent, beaucoup de personnes décident de recruter des community managers sans se fixer des objectifs de communication et de marketing. Or, le community manager, c'est un opérationnel. C'est-à-dire, ce n'est pas le community manager qui va venir dire, pour ton entreprise, il faudrait que cette année, tes objectifs tes objectifs de communication soient tels. C'est à toi de te définir des objectifs marketing qui sont chiffrés et de te définir un objectif de communication qui est lié à ton positionnement. Cette année, je veux être le numéro 2 dans ma niche. Je veux être le meilleur. Au niveau marketing, voici les ventes que je veux atteindre. En termes de distribution, voici ce que je veux. Donc, c'est sur cette base-là que le community manager s'appuie pour pouvoir te proposer une stratégie ou des planifications de publication. Mais il ne peut rien inventer au niveau stratégique. Parce que de toute manière, ce n'est même pas son entreprise. Même s'il veut t'aider, ce n'est même pas son entreprise. Donc, alors, tu vas savoir ce dont tu as besoin. Tu vas lui dire. Justement, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une feuille de route. Et cette feuille de route-là, c'est la stratégie marketing, la démarche commerciale et l'objectif de communication qui est directement lié au positionnement. J'ai besoin de savoir où je vais, où je suis. Donc, si je n'ai pas ça, c'est compliqué. Tu arrives dans des entreprises où tu es community manager, ils n'ont aucun logo, ils n'ont aucune charte graphique, ils n'ont aucune charte de communication. Donc, quand tout est à refaire comme ça, le temps que le community manager prendra pour réfléchir à tout ça, mais du coup, le travail même que tu lui demandes ne sera pas bien fait. Or, il a besoin de cette base avant de pouvoir bien faire le travail. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner aux entreprises qui veulent se payer les services d'un community manager. Déjà, de définir des objectifs. Le deuxième conseil, il faudrait que le community manager que vous recrutez ne soit pas forcément une recommandation. Très souvent, les gens se sont vus recommander des blogueurs, des influenceurs, des animateurs télé, des gens qui ont la possibilité d'avoir du trafic sur les pages et tout de suite, on estime que c'est quelqu'un qui connaît le métier. Non. Et souvent, vous allez voir des blogueuses en beauté qui sont devenues des community managers de salons de beauté juste parce qu'elles créent du contenu. Mais le métier là, de community manager ou de social media manager ne consiste pas uniquement à créer du contenu. Il demande d'être un analyste, un stratège. Donc, il ne suffit pas seulement de prendre des personnes qui ont de la notoriété sur les réseaux sociaux et leur confier votre positionnement ou votre community management sur les réseaux sociaux. Vraiment, en termes de recommandations, notez les recommandations, mais faites toujours un entretien. Et dans le jury, il est très important de demander les services de quelqu'un du domaine.
Okay. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, il serait intéressant pour des gens qui veulent recruter un chargé de marketing digital de t'appeler au moins dans le jury. Ça ne coûte rien. Que tu donnes ton avis. Parce que de toutes les manières, ce n'est pas votre métier. Ce n'est pas le métier même des ressources humaines. Les ressources humaines, là, leur travail, là, c'est de recruter. Mais même quand ils doivent recruter quelqu'un dans une entreprise, tu le sais, dans le jury, il y a toujours quelqu'un qui est spécialisé dans ce que la personne va faire pour poser des questions assez pertinentes, pour déceler vraiment le talent de la personne, pour savoir si c'est un imposteur. Mais beaucoup de personnes ne le font pas. Et elles se retrouvent à travailler avec des magiciens. C'est comme ça que j'aime les appeler, des personnes qui vont venir, il n'y a pas de stratégie, et tu vas sur la page Facebook, c'est que de la communication produit, ce n'est pas structuré. Donc, deuxième conseil, faites toujours un entretien. Toujours un entretien. Et dans le jury, appelez quelqu'un qui est spécialisé. Même si vous allez lui donner un peu d'argent pour le temps qu'il va accorder. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand des gens cherchent des community managers, je me propose. Je me propose parce qu'après, c'est à double sens. Le fait de me proposer permet à des personnes également de dire, ah, si tu veux un community manager, il faut voir Yannick Boka. Et moi, par derrière, c'est un bénéfice pour ma communauté. Parce qu'après, ça fait que toutes les offres transitent par moi. Et si ça transite par moi, c'est important pour ma communauté. Ah, les gars, aujourd'hui, il y a 2 autres emplois. Et le truc, c'est que je deviens incontournable. C'est-à-dire, c'est moi, mes recommandations. C'est-à-dire, moi, après, je suis assez transparent. Je dis, je vous recommande, mais je ne dis pas aux clients de vous choisir. Exactement. À l'entretien, vous allez vous battre pour pouvoir justifier, au fait. À moins que la personne soit vraiment chevronnée et pour qu'on puisse tout de suite l'accepter, au fait. Voilà. Et puis, le troisième conseil, c'est de budgétiser leur marketing ou leur communication. On ne peut pas recruter un chauffeur et puis ne pas budgétiser l'argent qu'on va dépenser dans le carburant. En fait, c'est impossible. Okay. En fait, c'est impossible. Tu ne peux pas recruter un gardien de but et puis dire que tu n'as pas l'argent pour acheter des gants pour lui donner. Mais c'est impossible. Donc, c'est très important de budgétiser tout ce qui est planification des dépenses dans la communication digitale. Ou, si vous n'avez pas une visibilité claire de ce que vous allez dépenser, vous pouvez recruter la personne et puis demander à la personne de budgétiser. Donc, c'est le conseil que je peux donner à des personnes, de ne pas se fier à ce qu'ils lisent. Moi, je dis aux gens, tout ce que j'écris là, allez-y tester, ne me croyez pas sur parole, en fait, parce qu'il y a beaucoup de beaux parleurs, il y a beaucoup de théoriciens. Ouais. Quand ils sont au pied du mur, ça commence à bégayer, ça parle l'anglais, là, tu vois. C'est vrai que tu as répondu à une autre question que j'avais, c'était celle de savoir, le community manager lui-même, quelles sont les précautions qu'il doit prendre avant de travailler avec une personne? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Tu as parlé là tout à l'heure de savoir déjà si la personne a des objectifs réels. Pourquoi on ne se retrouve pas d'une bagarre bizarre où le client dit au community manager que tu n'as pas produit les résultats. Le community manager dit au client que toi également, tu ne m'as pas donné ce dont j'avais besoin. Est-ce que tu peux nous dire en résumé ce que le community manager lui-même doit demander d'entrée de jeu au client? Parce que tout à l'heure, on parlait de ce que le client doit regarder avant d'engager un community manager. Le community manager lui-même à son niveau, il va recevoir des centaines d'offres, mais comme tu sais, dans le business, on ne travaille pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui vont affecter ton travail, qui vont affecter ta rentabilité. Qu'est-ce que le community manager lui-même il doit regarder avant de travailler avec une entreprise, un particulier? Je pense que le community manager doit lui-même connaître ses limites d'abord. Parce que, parce que moi, j'ai eu à collaborer avec des community managers de mon agence. Je me suis rendu compte qu'au fait, les jeunes frères ne connaissaient pas leurs limites. Tu ne peux pas postuler à une offre d'emploi de community manager dans une agence de communication digitale, alors que toi-même, tu n'as pas la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Tu sais qu'en agence, on travaille sur beaucoup de clients. C'est différent de bosser chez l'annonceur où tu es focus uniquement que sur une marque. Mais quand tu travailles en agence, il faudrait que tu aies la capacité de bosser sur plusieurs choses à la fois. Il faudrait que tu sois capable
de pouvoir être réactif sur beaucoup de choses, alors que quand tu travailles en entreprise, après, tu n'as pas forcément besoin d'être réactif. Ta charge de travail n'est pas aussi forcément énorme par rapport à quelqu'un qui est en agence. Donc, je veux dire, il faudrait que le community manager lui-même connaisse ses limites. Quand tu n'es pas bon en publicité, tu vois des offres en publicité, soit tu te dis, comme je ne suis pas bon en pub, je me forme et je postule. Là, si on m'appelle, tranquillement, je pense que je peux tenir le coup. Il faut qu'on apprenne à connaître nos limites, parce que quand on ne connaît pas nos limites, tu sais, à l'entretien, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des beaux parleurs, il y a des gars, ils sont forts dans ce genre de choses. Il est capable de te convaincre alors que lui-même, sur le terrain, il ne connaît pas. Mais après, je veux dire, tout dépend également de ta réputation que tu as à défendre chez la personne qui va t'embaucher. Donc, je pense que la première des choses à prendre en compte, c'est de connaître nos limites. Parce que plus tu connais tes limites, tu apprends beaucoup plus. Tu peux te dire, bon, ça, c'est une limite. Tu peux regarder une fiche de poste, tu te dis, bon, là, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Comme je ne maîtrise pas, je vais aller apprendre. Et puis, pendant ce temps, je postule. Ça me permet de pouvoir mieux me préparer. Deuxième chose, il faut maîtriser les objectifs du client. Si tu te rends compte que ce sont des objectifs que tu ne peux pas atteindre, ce n'est pas la peine. Oui, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine parce qu'il y a des community managers à qui on assimile des objectifs de vente. Ce n'est pas mauvais parce que, en règle générale, ceux qui embauchent ne maîtrisent pas les noms ou les terminologies des nouveaux métiers du digital. Ils ne connaissent pas. Pour eux, là, tout le monde est community manager. Comprends, tout le monde c'est comme quelqu'un qui dit chauffeur. Chauffeur. Lui-même, il ne sait pas que dans les permis, il y a des permis qui permettent de rouler des gros camions. Tout le monde est chauffeur, tu vois, parce que ce n'est pas de leur faute, tu comprends? Ce n'est pas les personnes qui vont chercher à savoir. Donc, si tu te rends compte que ce pourquoi on recrute quelqu'un, ce n'est pas ton métier, donc ce n'est pas la peine. Tu vois, on recrute un chargé de trafic et d'acquisition. Toi, tu as été habitué à faire que de la création de contenu. Ce n'est pas ton truc, donc ce n'est pas la peine. Okay. Va apprendre et puis après, tu pourras venir postuler au fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième chose à prendre en compte. Il faut vraiment maîtriser les objectifs du client. Si c'est des choses qui sont dans nos codes, OK. Et puis, troisièmement, après, c'est de regarder le feeling au fait. Voilà. Après, tu ne peux pas savoir si le feeling sera bon, mais bon. Déjà, à l'entretien, tu peux déjà savoir. Exactement. OK, donc merci d'avoir répondu à toute cette question-ci. C'était vraiment un échange très costaud et je pense que beaucoup de personnes vont se servir de ça avant de se lancer, soit en tant que client ou alors en tant que pour offrir leur service. Donc, je vais te laisser avec le mot de fin où tu vas nous dire, tu vas donner ton petit conseil à ceux-là qui veulent se lancer dans le métier du digital, étant donné que c'est ton domaine, que tu puisses leur donner un petit conseil, que ce soit au niveau de tes formations, ce que tu offres, etc. D'accord. Déjà, je te remercie encore pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui de parler de ce métier-là parce que ça va dans tous les sens. Donc, c'est important souvent de recadrer un peu les choses. Moi, le conseil que je peux donner aujourd'hui à toutes les personnes, surtout en Afrique francophone qui veut se lancer dans ce métier, c'est déjà d'apprendre le marketing. C'est un élément de différenciation qui ne dit pas son nom. À 90% de toutes les personnes qui sont dans le métier du community management, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris au sérieux le marketing avant d'arriver au métier. Même moi-même au départ, quand j'arrivais au métier, je n'ai pas vu réellement l'intérêt de me concentrer sur le marketing. C'est vrai que j'ai étudié le marketing, c'était pour avoir un poste en marketing dans une entreprise, mais je n'ai jamais fait le parallèle entre les réseaux sociaux et le marketing. C'est après que je me suis rendu compte que tout part du marketing, tout part de la réflexion stratégique du marketing. Les réseaux sociaux demeurent juste un canal. Les réseaux sociaux, c'est comme la radio, c'est comme la télé, c'est comme l'affichage. Mais pour chaque canal, il y a des codes. Pour chaque canal, il y a une manière de décliner. Donc, le premier conseil que je peux leur donner, c'est de comprendre d'abord le marketing. Essayer de comprendre les bases du marketing. Deuxièmement, se concentrer également sur la psychologie du consommateur. Le neuromarketing, c'est quelque chose d'assez important. Quand on parle de ça, bon, ils se disent, c'est des choses, c'est de gros concepts et tout ça.
Ce n'est pas une question de gros concept. Nous sommes dans une relation avec des clients. Donc, tu ne peux pas être dans une relation sans connaître la personne, sans comprendre les aspirations de cette personne-là, sans comprendre les problèmes de la personne. Donc, c'est très important. Le marketing, le neuromarketing, la vente. Parce que même quand on est un communicateur, on vend quelque chose. C'est ce qu'on doit comprendre. Même quand on est communicateur, on vend quelque chose. On vend une image. Mais la vente, là, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel. En fait, le fait de vendre, là, il n'y a pas 1000 manières de vendre. C'est pratiquement la même chose. Donc, on s'appuie sur des concepts standards pour pouvoir vendre. Quatrième chose, il faut essayer de s'adapter à son environnement. Beaucoup de personnes s'appuient uniquement sur ce qu'elles voient dans les livres et venir dire aux gens, oui, c'est des choses qui font non. Même en termes de copywriting, même en termes de stratégie, ce que les Occidentaux ont créé, c'est bien, mais nous avons nos réalités. Et pour pouvoir s'adapter à la réalité, il faut tester. Tant qu'on ne teste pas, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre pour pouvoir mieux pratiquer. Et puis, dernière chose, c'est très important d'échanger avec beaucoup de personnes dans le milieu. Même quand on n'est pas encore arrivé, c'est important de s'approcher des anciens. C'est vrai, il y a des personnes comme toi, comme moi, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais c'est important de s'approcher des anciens. Parce que quand tu t'approches d'un ancien, ou bien quand tu t'approches de quelqu'un, la personne va te mettre dans son cercle. Et c'est très important d'appartenir à un cercle. Raison pour laquelle j'ai créé la Social Media Room. Parce que ce ne sert à rien d'être dans un écosystème et de ne pas se connaître. Il y a beaucoup d'opportunités qui passent. Il y a beaucoup d'informations qui passent. Il y a beaucoup de mises à jour qui passent. Mais tu n'es pas au courant, tu es dans ton coin. Et ça, je le dis parce que moi également, j'ai été dans cette situation. Au départ, je me suis dit, bon, c'est important de se concentrer sur la compétence. Je suis compétent, on va me prendre. Mais le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, ce n'est plus une question de compétence, c'est une question de réseau. C'est une question de réseau. On travaille dans le réseau aujourd'hui. Si tu as une opportunité, bon, bro, il y a un truc pour toi. Mais ça, la personne se connaît. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu peux arriver, on se et aujourd'hui, etc. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce que les jeunes doivent comprendre. Et on est beaucoup plus aguerri lorsqu'on est dans le cercle de ces aînés où on est dans le cercle de plusieurs personnes qui pratiquent le métier. On apprend beaucoup plus rapidement parce que c'est des gens qui ont déjà expérimenté beaucoup de choses, qui vont organiser des masterclass, des webinars pour échanger certaines pratiques. Et je pense que c'est ce qui nous manque. On n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce que les gens de la Guinée ont testé en termes de digital qui peut être important pour moi? Qu'est-ce que d'autres personnes ont fait? La preuve, Facebook aujourd'hui et également Twitter, ils ont des plateformes où ils relaient des expériences des personnes qui ont utilisé leur plateforme. C'est pour dire que c'est très important de travailler en synergie pour pouvoir comprendre ce que les autres ont fait parce que c'est toujours utile. Donc, voilà un peu le conseil. Un peu le dernier conseil, c'est de ne pas se presser. Voilà. Ils sont dans un environnement où tout le monde est pressé. Je comprends. C'est vraiment pas la faute. Les clients sont pressés d'avoir l'argent. Les femmes sont pressées d'avoir des maris. Les hommes sont pressés d'avoir des gains. Tout le monde est pressé. Mais je dis, ça ne sert à rien de se presser. Toi et moi, on est dans ce domaine-là depuis très longtemps. On n'a pas appris des choses en 1 an, 2 ans. C'est progressivement que les choses sont venues. Les gens sont pressés. Et encore, oui, tu vois aujourd'hui des jeunes, ils ont 1 an, 2 ans, ils sont coachs. Ils ont 2 ans d'expérience, 3 ans, ils commencent à se positionner. Ouais, c'est vrai, c'est important de travailler sur son personal branding. Ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir toucher certaines personnes. La manière de se comporter sur les réseaux sociaux permet à d'autres personnes de te prendre au sérieux. Mais après, il ne faut pas forcément exagérer. Il faut être beaucoup humble. Il faut s'approcher des gens. Ne pas avoir peur. Si je me suis approché de toi, que tu m'as viré, ok, au moins je saurais que tu m'as viré, mais je veux dire, c'est important d'appartenir à des cercles, à des communautés pour pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement et puis surtout de ne pas se presser. Voilà. Donc, pour tous ceux qui vont vouloir se lancer dans le domaine du community management, ils peuvent rejoindre la Social Room de Yannick Boka. Je vais laisser en description les liens pour le contacter, ces différentes plateformes
Si tu peux également nous donner une adresse email où on peut directement te contacter, si tu peux nous la dire comme ça, parce que ça va passer en écrit sur la vidéo. Ok, d'accord. Déjà, je vais faire déjà une petite nuance au niveau de mon programme, parce que pour cette année, j'ai divisé le programme en deux. J'ai un programme d'accompagnement et de formation dans tout ce qui est social media. Et puis, il y a un programme qui ressemble un peu à un club de créateurs de contenu. Donc, pour des personnes qui souhaitent devenir des créateurs de contenu et vivre de ce métier-là, ils peuvent rejoindre le club. Voilà, la Social Media Room en tant que club. Maintenant, pour des personnes qui ne veulent pas devenir des créateurs de contenu, mais qui veulent progresser et évoluer et avoir des mises à niveau au niveau du community management et du social media, là, ils vont rejoindre la Social Media Room en tant que programme de formation. Donc, c'était pour faire un peu la nuance entre les deux. Pour des personnes qui veulent me contacter, mon nom sur Facebook, c'est Yannick Boka. C'est le même nom également sur Twitter et sur LinkedIn. Sur Instagram, c'est Triomphe Éternel en un mot. Et pour des personnes qui veulent me joindre par mail, c'est Yannick, c'est-à-dire BYANIQ, byannick@gmail.com. Voilà. OK, super. Donc, je vais mettre tous ces liens-là en description. Vous pourrez les retrouver. Merci vraiment d'avoir pris ton temps pour répondre à... Merci à toi également. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Porte-toi bien.